La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Ça pourrait être long, le Guy, là, ça a activé sa caméra, puis tout, c'est pas la même génération, hein. T'es pas jeune, ces joueurs d'hockey-là. Là. On a reçu Yvon Lambert, puis après ça, Cornet! Hey, comment ça va, le beurre? Comment ça va, les boys? T'as retrouvé mon numéro de téléphone, là, puis il me semble que ça fait une couple d'années, il n'a pas eu de nouvelles. Juste pour le show, Alex. Hey, c'est le seul gars que je connais, Guy, qui vieillit pas. Regarde-les, là. On dirait que ça fait 20 ans qu'il a la même face, ce gars-là. Hein? C'est vrai, hein? Un homme heureux, ça. Comment ça va, Beurre? Qu'est-ce que tu fais de bon nous autres? Félicitations pour votre show, les boys. Vous faites vraiment une bonne job. Je vous écoute souvent les mercredis. Là. Je me rappelle encore de l'épisode à Dédé. Là. C'était mémorable. Là. C'était un méchant bon, celui-là. Avec son il y en a eu plusieurs bons. Là. Fiers de vous autres. Félicitations là, pendant le COVID. C'est pas évident en plus. Puis super bonne idée. Puis je sais que mes chums là, vous écoutent pas mal aussi. Là, que c'est le fun que vous faites. Nice. Qu'est-ce qu'il fait Alex Burrows, assistant coach en ce moment pendant le COVID, justement, la pandémie et tout ça? Ben là, évidemment, nous, en mars, là, ça l'a fini assez abruptement que là, l'été était un petit peu plus papa à la maison, professeur d'école, moniteur de terrain de jeu, on dirait, à la maison avec les enfants et tout. Mais là, au mois de septembre, on avait comme commencé un peu à faire des pratiques un peu à Boisbriand pour des joueurs professionnels, là, des joueurs qui, que, mettons, ça faisait plusieurs mois qu'ils n'avaient pas joué, qu'on prenait une couple de pratiques pour eux autres. Mais là, évidemment, à cause des dernières directives de la santé publique, là, tout a fermé. Mais on commençait à rejouer un petit peu de chat à glace, à recommencer à coacher cet été, faire des vidéos, préparer un peu ma saison qui s'en vient. Mais présentement, là, c'est vraiment du temps à la maison, puis avec les enfants et la famille. Justement, tu parles de ça, je fais du vidéo, je prépare ma saison. Qu'est-ce que tu as appris le plus? Tu as un bagage hockey assez incroyable, mais qu'est-ce que tu as appris le plus comme entraîneur? Mais c'est sûr que la génération n'est pas pareille que quand nous, j'ai commencé. Là, moi, dans mon temps, tu n'avais pas de nouvelles du coach. Tu étais content de rentrer à l'aréna, que personne ne te parle. Là, tu marchais à côté du bureau du coach puis tu passais le plus vite possible pour t'assurer qu'il ne te disait rien. Ou est-ce que je trouve que maintenant, là, nous autres, notre porte, en tout cas à Laval, est tout le temps ouverte. Joël, il y a des communications là, ou des meetings avec tous les joueurs. S'ils veulent parler de n'importe quoi, on est toujours là pour les supporter, les aider, trouver des solutions. Peu importe ce que c'est, que je te dirais, c'est vraiment la communication, le plus gros chose qui a changé en 15-20 ans. Là, puis surtout maintenant, la nouvelle génération avec les réseaux sociaux et tout, je trouve qu'ils se mettent beaucoup de pression pour avoir du succès. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours évident qu'on essaie de les supporter, de les aider afin qu'ils soient des professionnels, des joueurs de hockey, puis qu'un jour, le Canadien va avoir besoin d'eux autres qui viennent aider le Canadien à gagner une Coupe cette année. Hey, Bert, tu parlais de quand tu étais joueur, puis maintenant assistant coach. C'est quoi la différence d'horaire côté famille pour les gens qui nous écoutent? Là, quand tu es joueur, tu n'es déjà pas à la maison. Coach, c'est-tu pire ou c'est un peu moins pire? Je te dirais que c'était plus d'heures coach que joueur. Je te disais moi, je suis encore. On s'était fait construire à la fin de ma carrière à Hudson, dans l'ouest de Montréal, dans l'ouest. Puis je me réveille, mettons, à 5 heures tous les matins pour aller à l'aréna. Je pars à 6 heures de la maison. J'arrive un petit peu avant 7 heures à l'aréna. Puis notre pratique est à 10h30. Que là, tant que je vais faire un petit workout, je vais déjeuner, je prépare mon vidéo, je prépare mes affaires. Un workout dans le hot tub et dans le steamer. Là, plus. Le genre de workout à Guy quand il jouait, mais... Mais puis là, après ça, on a évidemment des meetings, puis là, mettons, notre pratique. Mais si, mettons, on joue le soir, je ne reviens pas, je reste à l'aréna toute l'après-midi, puis on joue le soir. Puis évidemment, c'est beaucoup d'heures. C'est pas comme un 9 à 5, il faut que je punch in, je punch out. Si je fais mes affaires sont faites, mes meetings sont faits, je peux partir après la pratique, midi à 1h, je peux ramasser les enfants à l'école. Que je te dirais, c'est plus d'heures en général, mais je suis capable de laisser aller la game. Quand je sors de l'aréna, là, je suis complètement focus avec mes enfants, ma famille et tout. Ou est-ce que tant que je jouais, je ramenais souvent ça à la maison. Tu sais, je pensais toujours qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux à soir, qu'est-ce que je devrais faire pour la prochaine game. Puis je ne dormais pas le soir. Puis tu y penses tout le temps. Tu es 24/7 joueur de hockey, puis tu veux t'améliorer, tu veux trouver des solutions, avoir du succès. Tandis que coach, je trouve que je suis capable de laisser aller, puis de prendre un step back, puis d'avoir du plaisir à la maison.
Oui, parce qu'au final, comme coach, tu fais ta checkbox de ce que tu as à faire. Tu as monté ton vidéo de l'équipe adverse, tu as préparé l'équipe pour jouer contre ton club. Au final, tu ne portes pas les patins, c'est pas toi qui score les goals. Fait une fois, la façon que le gars se prépare parce qu'il fait la veille, c'est pas de ton maudit problème au final. C'est peut-être pour ça la différence. Ben, c'est ça, c'est sûr que on dirait que je me mets pas mal moins de pression en tant que coach qu'en tant que joueur. En tant que joueur, je pense que des fois, je pensais trop, je voulais trop, que je ramenais trop ça à la maison à la place de rester garder ça à l'aréna. Mais plus qu'en vieillissant, tu apprends un peu plus, puis avec ton expérience, tu comprends qu'il faut que tu restes pas trop haut, pas trop bas, puis tu continues de focusser sur les choses que tu contrôles, puis c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. À quel point tu penses que ton cheminement qui n'a pas été facile, tu es un exemple de caractère puis tout ça, tu as passé du temps dans l'East Coast, tu as réussi à jouer dans la Ligue nationale puis d'avoir un rôle très important. À quel point ça t'aide en ce moment quand tu communiques avec les jeunes dans la Ligue américaine? Mais je pense que ça m'aide beaucoup parce que j'en ai vu tellement des joueurs là, que quand j'étais dans la Ligue américaine, qui venaient de la East Coast, qui descendaient de la Ligue nationale pour aller dans la Ligue américaine, qu'il n'y a pas une situation là, qui va me surprendre, que j'ai jamais vu ça, quelque chose d'avant. Surtout avec Joël en plus, son expérience dans la Ligue nationale, son expérience de carrière, il n'y a rien vraiment qui va arriver du champ à gauche, puis on va dire on ne sait pas comment dealer avec ça. On a pas mal tout vu. C'est sûr qu'il y a des situations, des fois, qui ne sont pas évidentes parce que dans la Ligue américaine, c'est pas. La majorité des gars ne sont pas contents d'être dans la Ligue américaine. Puis c'est normal, non aussi, on le comprend en tant que coaching staff, que les gars, si tu es content d'être dans la Ligue américaine, c'est qu'il y a un problème. Tu veux être dans la Ligue nationale, puis nous, on veut qu'ils montent dans la Ligue nationale. Puis même chose, c'est qu'eux qui sont dans la Ligue de la East Coast, qui montent dans la Ligue américaine, les autres, tu vois, ils sont tellement contents, mais tu peux avoir un gars qui vient d'être descendu qui ne veut pas être là, que je te dirais qu'il n'y a rien qui nous surprend. Nous, on essaie de les aider un par un, individuellement, puis évidemment dans un concept d'équipe afin d'avoir du succès. Puis notre but ultime, là, c'est qu'ils remontent dans la Ligue nationale, puis qu'ils jouent le plus longtemps, puis qu'ils nous rendent fiers le samedi soir quand on les regarde à la TV, quand ils portent le chandail du Canadien. Je pense que la plus belle, celui dernièrement qui doit vous avoir plu, c'est assez Jesperi Kotkaniemi, je pense, la façon qu'il a jumpé dans les séries éliminatoires avec le Canadien. Mais on parle de gars qui ne sont pas contents d'être là, de la réaction. L'autre fois, on a reçu un gars comme. Puis on te parle du Rocket 5 minutes. Après ça, on veut entendre ta carrière, tes anecdotes. On veut parler d'Alex Burrows, le joueur, la personne. Le cornet, pas le vrai cornet. Ouais, c'est ça, le cornet d'où ça vient. Mais une question on a reçu Charles Hudon, puis parlant bien vraiment de Joël, puis de toi, de ce que vous avez pu lui emmener, puis emmener un thinking. Puis je pense à un gars comme Carl Alsner, qui a un contrat de plusieurs millions qui descend à Laval. Vous, puis là, dans les prochains mois, si on regarde ce qui se passe, peut-être vous allez en recevoir un autre. Comment on gère ça, pareil, des gars qui ont goûté au show depuis plusieurs années, puis je pense à un gars comme Alsner qui a un contrat long terme. Comment on peut gérer ça? Puis est-ce qu'on le challenge ou on y va plus doux? Et j'essaie de me mettre dans votre peau, puis je trouve que c'est une méchante job. Bien, c'est sûr, c'est difficile, mais je te dirais, là, si on parle des cas particuliers comme Carl, j'ai absolument rien à dire. Carl, là, c'est le pro ultime. Vient à l'aréna, travailler, punch-in, montre l'exemple. Hey, le gars, il amenait sa boîte à lunch sur la route, là, parce qu'il mange vegan, puis qu'il mange bien, puis il veut faire attention à sa santé, puis il va avoir une autre chance dans la Ligue nationale, puis il fait tout en son possible pour avoir du succès. Il aurait facilement pu bouder ou dire moi, ça me tente pas à soir, là, m'a demandé d'être hors scratch. Il aurait pu facilement être comme ça. J'en ai vu d'autres dans ma carrière quand moi j'étais dans la Ligue américaine qui ça leur tentait pas d'être là, ils étaient en fin de carrière puis ils comprenaient quelle organisation. Mais Carl, tout le contraire, tu es vraiment bon pour nos jeunes. Tu demanderais à des gars comme Brooks ou même quand on a eu Meat avec nous autres un peu à Laval ou Kulak ou tous les jeunes, Jolson, les jeunes défenseurs, là, Carl il a juste été une influence positive avec eux. Puis c'est le crédit à lui que c'est un bon individu, puis c'est un bon pro. Puis évidemment que la situation n'était pas évidente pour lui, mais il ne l'a jamais fait sentir à nous, puis au groupe d'entraîneurs, puis à ses coéquipiers. Pour les autres, mettons même Dale Weiss, c'est sûr qu'il ne voulait pas être dans la Ligue américaine, puis c'est comprenable, mais à toutes les fois qu'il venait à l'aréna, il compétitionnait, puis il faisait son possible, puis il essayait d'aider, puis il essayait de donner des conseils aux plus jeunes, puis de les supporter.
on a été vraiment chanceux, mais je pense que Joël, il met ça au clair aussi au début de la saison, puis il essaie de dire nous, on veut des joueurs qui vont compétitionner, qui vont être fiers de porter le logo du Rocket, puis en même temps, qui vont se donner la meilleure chance d'avoir une bonne attitude. En ayant une bonne attitude, tu vas donner une meilleure chance de remonter le plus vite possible. Puis si ce n'est pas avec le Canadien, ça va être avec une autre organisation de la Ligue nationale. Puis dans le fond, c'est ça qui est important. Mais c'est sûr qu'évidemment, il y a toujours une petite période de 7, 10, ça peut être même 2-3 semaines que le gars... il n'est pas dans son assiette, c'est pas facile, mais la meilleure de s'en sortir, c'est en travaillant fort, puis de se présenter, puis d'avoir une bonne attitude jour après jour. Puis Guy, comme joueur, là, pour le monde qui écoute, je trouve ça important, qu'est-ce qu'il dit à Burr, parce que le respect que les joueurs, les vétérans ont pour un gars comme Alex Burrows puis Joël Bouchard, c'est difficile d'arriver avec une mauvaise attitude parce que tu sais qu'ils sont passés par beaucoup d'obstacles et tout ça. Fait que tu peux pas arriver dans le vestiaire et dire toi, t'as fait quoi dans ta carrière? T'as-tu déjà vécu ce que j'ai vécu? Ils l'ont vécu 100 fois pire, probablement. Tu sais, Burr, on va revenir là. Quand tu étais dans East Coast, par exemple, là, qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Tu rêvais-tu encore à la Ligue nationale ou tu disais, bon, mais là, je suis dans East Coast, je vais faire de mon mieux, puis j'espère un jour être dans la Ligue américaine, admettons? Moi, j'étais toujours un très grand passionné de hockey. Puis c'est ça vraiment qui m'a vraiment... C'est mon plus grand skill, c'est que j'étais un passionné puis j'étais compétitif. Quand j'étais dans l'East Coast, évidemment, je me voyais loin de la Ligue nationale, puis c'était normal aussi. En sortant du junior, j'avais été à un camp des Highlanders. En sortant du junior, j'étais excité. Là, à la place de l'université, je m'étais dit, je m'en vais pro, je vais tout essayer. J'arrive au camp des Highlanders. C'était un an après le 9/11, jour pour jour, atterri à LaGuardia. Puis là, le lendemain, les tests physiques, puis tout. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de camp des recrues. Puis dans mon groupe, moi, il y avait comme Yashin, Di Pietro qui venait d'être first overall. Puis je n'étais pas prête. Là. J'avais réalisé en 3 jours au camp que j'étais loin d'être assez en forme physiquement puis d'être prêt pour jouer ou compétitionner dans la Ligue nationale. Que j'avais compris qu'aller dans la Ligue East Coast, ça faisait partie de mon parcours, mais... Rapidement, tu réalises qu'à 400$ par semaine, dans le sud des États-Unis, il n'y a pas grand scout qui vient voir tes games, qu'il va falloir que tu trouves une chaise pour faire quelque chose de spécial pour monter de niveau. Que la première année, ça avait été difficile un petit peu parce qu'en plus, je m'étais fait échanger une équipe à la fin au trade deadline à Bâton Rouge, Louisiana. Ça, c'était une équipe qui ne faisait pas les séries puis qui mettait la clé dans la porte à la fin de l'année, que je ne voulais pas aller là-bas du tout. Puis je disais, ça ne fait aucun sens de finir l'année-là. J'avais été quand même, puis là, le coach, là, il m'avait aimé, puis il avait donné mon nom à Craig Eisenhunt au Moose du Manitoba pour l'année d'après. Puis j'avais été au camp du Moose l'année d'après, puis il m'avait vraiment aimé. Mais il m'avait coupé encore qu'une deuxième année dans l'East Coast. Pas facile, mais j'avais un bon groupe dans l'East Coast, des joueurs. Il y avait 3-4 gars là, qui prenaient leur carrière au sérieux, puis qui voulaient avoir du succès. Puis on focusait vraiment tout ce qu'on pouvait faire, c'est de s'améliorer jour après jour. Puis j'espérais juste avoir une opportunité de monter dans la Ligue américaine. Puis finalement, ça a été la saison d'après, le début de l'année, qui était l'année du lockout 2004-2005. La Ligue américaine a changé le règlement. Avant, c'était genre, ils jouaient à 10 joueurs, 10 attaquants. Puis là, vu que c'était le lockout, puis il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui descendaient dans la Ligue américaine, il avait décidé de faire rouler ça à 4 lignes. Puis là, ça l'avait ouvert un poste, puis il m'avait rappelé. Puis le premier week-end qu'il m'avait rappelé, c'était pour supposer être 3 games seulement. Puis le vendredi, j'avais eu une pause, j'étais content. Le samedi, on avait été à Binghamton. Puis Binghamton, il y avait un méchant clip dans ce temps-là là, avec Vermette, Ray Emery, Denis Hamel, Schubert, McGrattan. Il y avait Dennis Bonvie, il avait challengé le banc devant tout le monde. Puis après la game, on s'était fait planter. Puis Dennis Bonvie, Randy Carlisle, il n'avait pas aimé ça que Dennis Bonvie il challenge notre banc, personne ne fasse rien. Puis le lendemain, on jouait contre Hamilton. Puis Steve Ott, il dérangeait Jason King. Puis j'avais été me battre avec Steve Ott. Puis Randy Carlisle, il avait vraiment aimé ça, que quelqu'un faisait de quoi finalement. Puis il m'avait gardé toute l'année après ça. Puis ça avait été comme, là, j'étais dans la Ligue américaine, j'étais content. Puis là, je me disais, il faut juste que je fasse la même chose, continue de m'améliorer jour après jour. Puis si j'ai ma chance un jour dans la Ligue nationale, il va falloir que j'en profite parce que quand tu n'es pas repêché, tu n'as pas souvent plein d'opportunités, que tu es mieux d'aller prendre avantage quand tu en as une. Mais justement, dans tout ça, tu sais, puis je t'écoute... ta carrière junior, tu t'en vas à ton camp, tu t'en vas Ligue américaine, East Coast, tu fais ça. Comment est-ce qu'on trouve notre identité comme joueur là-dedans? Comment est-ce qu'on dit, moi, je suis Alex Burrows, je suis ça, puis comment on s'adapte aussi? Ben moi, j'aurais aimé ça être un scorer comme toi, Guy, puis être capable d'avoir la demi-one-timer dans le top là, avec ta petite curve crosseuse. J'aurais aimé ça avoir ça dans l'expertoire, mais j'avais pas ça.
Mais moi, c'était plus, tu sais, comme si on recule encore plus. Tu sais, comme quand j'étais jeune, c'était pas, je pensais pas être joueur de la Ligue nationale ou rien de ça, mais c'était mon rêve. Tu sais, j'aimais vraiment le hockey. Puis à 18 ans, quand que je me suis fait repêcher dans le Junior 3 en 7e ronde, j'étais tout excité. Je disais, enfin, je vais pouvoir jouer au hockey finalement, ça va être gratuit, puis ça va être le fun. Puis, tu sais, il a fallu que je rentre dans les Junior 3 un peu en étant un agitateur, à quelqu'un qui dérangeait. Puis là, quand l'année d'après, à 19 ans, quand j'ai joué mon année recrue à Shawinigan, il allait pour la coupe. Vraiment, il y avait vraiment un gros club à Shawinigan avec Verbata, Michalek, Pomainville, Bergeron. On avait un bon club. Puis, il a fallu que j'étais ça à 4, puis j'étais un agitateur aussi, que dans East Coast, quand je te le disais quand j'étais agitateur. Quand je suis monté avec Randy Carlisle, Ligue américaine, c'était un agitateur. Puis c'est de même que je montais de niveau en niveau. Je te dirais qu'au début, qu'il me faisait ma place, puis plus que tu es capable de montrer au coach qu'il peut te faire confiance quand tu es sur la patinoire, puis tu apportes un côté positif à l'équipe. C'était un peu comme ça. J'ai eu ma chance dans la Ligue nationale quand Eric Crawford a eu besoin de moi. Mais c'est un peu, je ne sais pas si tu te souviens, tu disais que tu étais agitateur et tout, mais ma première saison, tu sais, les Québécois, on se tient entre nous autres, tout le monde se parle. Là, je me souviens, si j'étais au Centre Bell entre les deux bancs, je rentre, là, tu me regardes. Oh, Tender, on y va. Je suis comme, mais là, toi, pas si t'en souviens, moi je m'en souviens. C'est qui veut, lui. Ça doit être Max qui avait mis un Red Bull de trop dans mon stall, ou ça doit peut-être être ça. Max t'avait dit des affaires, ouais, c'est ça. Hey, Burr, là, tu vis tout ça dans ta carrière, puis il y a un jour, tu es arrivé dans la Ligue nationale, tu as eu le rappel. Ça, c'est un rêve, ça, c'est bien évidemment. Là. Mais à un moment donné, tu as regardé le tableau dans le vestiaire, puis tu jouais avec les Cédines. Ouais, ça, qu'est-ce qui s'est passé ça, c'est pas dans ta tête? Ben, ça, c'est arrivé un petit peu plus comme ça a pris au moins, je pense, comme j'ai commencé dans la Ligue nationale, j'étais à la 4e ligne, là, vraiment agitateur. Ça avait bien été mon 40 quelques matchs. Là, j'avais fait 7 buts, un tour du chapeau en plus. Ça allait bien. Puis là, l'année d'après, par exemple, j'ai fait 3 buts en 81 games, que là, ça allait un peu moins bien. J'étais plus sur le face à Max, mais... Sur 2 saisons, ça? Ben, là, c'est comme je pense que c'était en 2009, que c'était un match à Saint-Louis. Tu sais, depuis le début de la saison, je jouais avec Ryan Kessler sur un checking line. Puis Alain, il y avait les jumeaux sur une ligne avec Taylor Pyatt. Puis il y avait Dimitrov, Sandin, puis soit Bernier ou soit Wellwood qui émettait des fois avec lui. Puis moi et Kessler, on était les checking. Tu sais, dans ce temps-là, c'était plus une checking line, c'était important. Puis le coach, là, c'était du matchage de trio. Le 3 jouait contre le 1 de l'autre bord. Puis tu essaies d'avoir l'avantage comme ça. Un jour à Saint-Louis, après 2 périodes, on perdait 4-3. Puis là, il avait dit Bert, tu t'en vas jouer avec les Cédines. Puis là, j'étais là, je peux pas jouer avec les Cédines. Moi, je suis un joueur 4e trio. Je suis chanceux d'être ça à 3. Je suis chanceux d'être encore dans la ligue. Mais là, j'avais marqué un but en 3e période, puis on avait gagné le match. Puis c'est drôle comment les choses se font. Après ça, on était sur une petite série victorieuse. Puis ça a fait en sorte que tous les matins, mon nom était à côté des Cédines. Puis j'ai été chanceux de ne plus les voir jouer. Comme ça faisait 3-4 ans que je les voyais jouer à tous les jours. Puis, tu sais, moi, j'étais un fan de hockey puis vraiment un passionné que j'ai regardé pendant les pratiques, j'ai regardé pendant un game, qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, c'est pas un gros secret. C'est pas les plus rapides, c'est pas eux qui patinent, qui shootent le puck, mais ils sont tellement intelligents avec la rondelle, puis ils aiment ça garder la rondelle. Un peu la mentalité de soccer, des give and go, puis quasiment d'endormir l'adversaire, puis après d'aller vers le but. C'est vraiment ça qu'eux, ils faisaient bien. Puis évidemment, il aimait souvent releaser la pression là, sur la foire. Là, dans le dead zone, entre l'ailier et entre le défenseur, ils vont se cacher là, un des deux, puis envoie la rondelle sans regarder. Il va avoir le temps de la récupérer puis d'avoir un peu de temps pour faire un jeu. Que j'ai compris ces choses-là assez vite. J'ai compris de leur donner la rondelle, d'aller au filet, d'être bon sur le forecheck pour récupérer des rondelles pour eux. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu du succès pendant quelques saisons à Vancouver ensemble. Puis les Cédines, tout le monde pense toujours le talent naturel, puis ils sont tellement bons, tout ça, mais à quel point ils parlaient de petits jeux tout le temps dans le vestiaire. Tu sais, tout le monde le sait, ils passent la journée ensemble, mais ces gars-là, on dirait qu'ils sont constamment en train de parler d'une mise en jeu, une façon de compter un but, puis il y a beaucoup de choses qui sont planifiées aussi, right? Ben oui, c'est ça, il y avait beaucoup de préparation. Mais eux, ils ont joué ensemble depuis qu'ils ont l'âge de...
depuis qu'ils sont bébés, là, qu'ils jouent ensemble, mais ils ont comme un peu réinventé 2 jeux. Je pensais à ça aujourd'hui, en prévision de vous parler, là, que le slap pass sur le power play là, au bumper, là, comme de Hank sur la faute à Danny qui faisait juste ouvrir sa palette pour la dévier dans le top. Ça, je pense que c'est vraiment eux qui ont vraiment inventé ce jeu-là, que maintenant plein d'unités d'avantages numériques utilisent. Ça, c'était les premiers à le faire. Le face-off aussi. Puis aussi un jeu là, en breakout, là, que Daniel il partait, puis Henry qui pognait le puck, mettons, dans le slot, puis il faisait un icing, mais tu sais, vu que Daniel battait le défenseur de vitesse, ça lui donnait souvent un échappé. C'est un autre jeu qu'eux ont comme inventé. On le voit un petit peu moins des équipes, mais eux, c'est un autre jeu qu'ils ont inventé. Puis comme tu dis, Max, les mises au jeu, de chaque mise au jeu, que ce soit en zone neutre, en zone défensive, en zone offensive, gagne ou perd, il y avait un jeu. Puis tu sais, si je dormais au gaz, je n'allais pas du bon bord. Il n'y avait pas peur de me le dire. Puis on se gardait à accountable de même. Puis moi, c'est sûr que je leur disais pas. J'allais plus souvent m'excuser, dire excusez, à soi, les boys, j'en ai joué une pourrite, là, mais qu'eux autres faisaient ça. Mais non, il était tout le temps super gentil avec moi, puis il comprenait, puis il s'assurait que je comprenne bien le jeu qu'il voulait faire afin que ça ait du succès. C'était quel type, parce que veut pas, ils ont marqué l'imaginaire à Vancouver. C'était quel type de leader, les Sedin? Ça n'a pas l'air des gars très bavards, là. Non, c'est pas les plus bavards, mais je te dis, ils démontrent tellement par l'exemple. Là, c'est des pros là, sur toute la ligne. Ils venaient tout le temps les 1 et 2 d'un test physique. Là, on pensait qu'on était en shape, on s'entraînait fort l'été, puis on arrivait, puis il y avait des gars comme Kessler, puis Bieksa qui était Max, qui était capable de les challenger sur le basic, puis tout, mais c'est des machines d'entraînement. Là, puis le monde ne réalise pas à quel point que ça soit sa course sur le basic, en jonglant un ballon de soccer sur leur front en faisant du basic, sur la table de ping-pong, sur les chin-ups, le bench press, les squats, il était tout le temps des tops. Là, c'était vraiment remarquable de voir à quel point ils prenaient attention à leur santé, puis qu'ils faisaient attention, puis ils poussaient toujours pour s'améliorer aussi, puis ils ne se prenaient pas pour d'autres, puis ils savaient qu'ils étaient bons, mais ils savaient que tout le monde les regardait, puis il fallait qu'ils montrent l'exemple. Puis ça, c'est juste à l'interne, mais tu sais, comme une donation d'1,5 million pour le fun à l'hôpital à Vancouver, qui voulait que ça garde silencieux, puis que finalement, c'est ça, Alex, j'aimerais que tu prennes un peu plus de temps pour en parler, parce que justement, je veux pas que ça passe dans le beurre. Ces gars-là faisaient beaucoup pour la société, puis ils voulaient toujours être certains que personne n'en parle. Exactement. Ça m'impressionne énormément. Exactement. Ils ne voulaient jamais être reconnus ou avoir du monde qui les félicite. C'était tout le temps undercover, puis ils prenaient tout le temps soin de tout le monde. Ils amenaient les recrues pour manger, ils prenaient tout le temps le bill avec les jeunes Suédois. Puis qu'est-ce qui était le fun avec eux, c'est que c'était pas une clique. Tu pouvais aller souper avec eux autres. C'était un joueur de 4e ligne. Tu pouvais aller, ils t'amenaient à souper, ils t'amenaient au cinéma. Ils t'invitaient à aller prendre un hot tub à l'hôtel la veille de la game. Ils étaient tout le temps là pour aider les joueurs. Puis c'était vraiment des bons leaders. Puis ils démontraient beaucoup de qualité de leadership à l'aréna et en dehors de l'aréna. Si je regarde ma relation avec mon frère, puis je regarde ma relation comme partner de trio avec Lappy, c'était quoi les frères Sedin qui se chicanent? Je te le dis, très rarement, je les ai vus. Je pense que je ne les ai jamais vus vraiment chicaner, puis se parler. Puis j'aurais pensé, moi, je n'ai pas de frère, j'ai juste des sœurs, mais j'aurais pensé qu'une fois de temps en temps, mon frère me taperait peut-être ses nerfs. Puis, mais non, tu sais, que comme Max il dit, que ça soit dans l'avion, ils s'assoyaient ensemble, ils allaient au game ensemble. Dans le hot tub, en arrivant à l'aréna, ils étaient tout le temps les deux dans le hot tub. Ou dans le gym en train de s'entraîner. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Puis, mais qu'est-ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'ils n'étaient jamais trop contents de leur game ou jamais trop frustrés de leur game. Que ce soit des games de playoffs importantes ou des games, ils gardaient tout le temps ça assez au même niveau. Puis c'est comme ça qu'ils étaient capables de vraiment performer ou d'être dans une zone de performance à la place d'être trop émotionnel ou être trop dérangé par ce qui se passait. Puis ça nous amène au prochain sujet. Il y a un débat à la poche bleue. Le père d'Alex Burrows. C'est malaisant. Le père d'Alex Burrows, Alain Vigneault, c'est-tu plus le père d'Alex ou de Maxime? Le père à qui, là? C'est sûr, je pense que c'était le père à Max, parce que tout, ça vient depuis longtemps dans le junior avec le Rocket, non? Vous aviez une bonne relation, mais moi aussi, j'ai une très bonne relation. Pas assez pour jouer sur le power play.
Ouais, pas assez, c'est ça. Non, mais Moi, là, il avait été te chercher en 2011, là, puis ça avait été un bon move, ça, pour donner un autre souffle à ta carrière, c'est sûr. Ouais, Mais c'est ça. on était content de t'avoir avec nous, ça, c'est sûr, Max. Tu as fait une méchante bonne job. Mais c'est sûr qu'Alain, moi, il était très important pour moi aussi. Comme je te mentionnais tantôt, là, ma première saison complète, qui était ma deuxième saison, une performance de 3 buts. Là, j'avais eu un meeting à la fin de l'année avec Alain, puis facilement, il aurait pu dire on se voit l'année prochaine, il te reste une année à cause de ton contrat, puis tu feras ce que tu veux, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais non, il m'avait appelé, il m'avait dit viens me rencontrer à l'Arena. Puis là, j'étais comme un peu nerveux, mais je savais à 3 buts cette année, là, c'est pas, je me savais à quoi m'attendre. Mais il avait pris une demi-heure de son temps pour m'expliquer que Alex, voici pourquoi tu as joué ça à 4 toute l'année, puis voici pourquoi tu as eu 3 buts, puis 10 points, c'est à cause que ça, puis ça. Si tu veux que ça change, tu vas avoir un plus grand rôle l'année prochaine, il va falloir que tu reviennes à ce poids-là, à ce pourcentage de gras-là, il va falloir que tu arrives va falloir que tu sois capable de faire le 15 fois 200 livres au bench parce que je n'étais pas capable avant ça. Il y a tellement d'affaires que je faisais qui m'a dit fais ça, puis là, j'étais revenu l'été là, avec le couteau d'un dent. J'avais pris un nutritionniste, je m'avais commencé à m'entraîner tellement plus fort, là, on dirait. Là, puis j'étais revenu, puis ça m'a donné vraiment une deuxième carrière, puis une deuxième chance d'avoir un autre contrat, puis d'avoir du succès, puis de jouer sur une troisième ligne, puis de monter dans le line-up. Puis il n'y avait pas besoin de faire ça, mais ça a vraiment eu du fun. J'avais été vraiment content qu'il ait pris le temps de faire ça pour le bien de ma carrière. Tantôt, tu disais, quand j'étais joueur, j'avais de la misère à laisser à la maison mes émotions, mon parcours ou ce qui se passe, mon mauvais match. Est-ce que quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois Burroughs, Sedin, est-ce que ton passé d'un bord t'aidait à dire Chris, je ne veux pas retourner là, mais ton passé te mettait aussi de la pression en disant faut que je performe, faut que je fasse des stats. Tu comprends-tu ma question un peu? Est-ce que ça te nuisait et ça t'aidait d'un bord dans cette pression-là que tu te mettais comme joueur? Mais je pense que j'étais chanceux de ne pas être un choix de première ou deuxième ronde pour de vrai. Je pense que parce que là, tu as des attentes, tu as des expectations de performer puis d'être le prochain sauveur de l'organisation. Mais moi, c'était un no-name. Là, tout ce que je faisais, c'était le monde disait que je faisais une bonne job vu qu'il y avait les attentes étaient à moins 10. J'ai été un peu chanceux, moi, je trouve, grâce à ça. Tandis que quand tu es un choix de première ronde puis ça va un petit peu moins bien, là, tu commences à entendre le monde à l'extérieur douter de toi. Puis là, toi-même, tu commences à douter, ton agent, ta blonde, tes amis. Puis là, des fois, ça commence à spinner un peu trop, tu sais. Mais moi, je te dirais, j'ai été plus chanceux, que ça m'a plus aidé que nuit de ne pas être repêché. Mais en même temps, si tu es un choix, habituellement, quand tu es un draft pick, tu as peut-être plus d'opportunités où tu vas peut-être avoir une deuxième chance au camp ou avoir de jouer avec des meilleurs joueurs et tout. Mais moi, je pense que j'ai pris ça plus de l'autre côté qu'en n'ayant aucune attente, je pouvais juste exceeder expectations. Puis ça, c'est les attentes de l'extérieur, mais à quel point c'est stressant de devoir performer, par exemple, pour des gars de même. Tu sais, moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, on a joué ensemble peut-être 10 games quand un des Sidins s'était blessé. C'est stressant d'arriver dans le match et de dire je suis mieux d'en jouer une bonne parce que le gars, il va me regarder en voulant dire qu'est-ce que tu fais ici. Je pense que c'est de là qu'il est venu le nom Cornet. C'était chanceux aussi avec eux autres. Ils étaient tellement des bons gars là, que des fois, au début de ma carrière, quand j'avais joué avec Kessler et Bertuzzi, ça, c'était une autre affaire quand je manquais une passe, par exemple. Là, je le grippais mon hockey après les chiffres d'après. Je m'assurais qu'elle soit sur le tête et pas des patins à Bert. Là. Mais avec les jumeaux, c'est sûr que oui, il y a de la pression de performer soir après soir quand tu es dans le. Puis on avait des bonnes équipes. Dans ces années-là qu'on a joué ensemble, Max, on a gagné les deux trophées du président d'année en année. On a participé aux séries à tous les années. Oui, mais c'était une pression qui était le fun. C'est une pression que je voulais avoir de performer soir après soir. Puis surtout avec deux joueurs qui étaient dans leur prime de leur carrière, au parfait âge, qui avaient vécu de l'adversité plus tôt dans leur carrière, puis qui avaient trouvé le moyen de s'en sortir, puis d'avoir continué de vouloir pousser, de s'améliorer. Puis là, j'étais un peu chanceux d'être dans cette situation avec plein de bons joueurs, une très bonne équipe, un bon coaching staff, un goaler qui va être un Hall of Fame. On avait vraiment des belles saisons, des belles années, puis des bonnes équipes. Puis la pression dans ce temps-là, je carburais plus à ça que je me mettais, que je shakeais ou j'étais nerveux. J'en voulais, puis je voulais avoir du succès, puis d'aider l'équipe à gagner.
Tu parles d'équipe à gagner. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui peut passer au plus proche que ce que vous avez fait, je pense, avec les Canucks. Là, la finale contre Boston, perdre en match numéro 7 comme ça. Ce match-là, dans ta carrière, c'est quoi? Ça représente quoi? Dans tout, tu as eu une carrière difficile pareil, mais ce match-là, c'est sûr, c'est le plus sour pareil. Ouais, c'est sûr que ça a été l'un des pires moments de ma carrière, je te dirais. Là, où est-ce qu'il y a eu plus de tristesse. À chaque année, quand on se faisait éliminer là, dans la chambre, moi j'étais un des gars qui pleurait. Il y a souvent des gars qui pleurent pas, qui sont contents que ça soit fini, mais moi, il y a tout le temps, je te dirais, une dizaine de gars qui pleurent et qui ont des larmes aux yeux. Moi, j'étais tout le temps un de ceux-là parce que on dirait que j'avais tellement mis d'efforts et d'énergie tout au cours, à travers la saison. Puis là, je vois que ça n'aboutissait à rien. Ça me rendait beaucoup de peine, mais surtout la finale de la Coupe, on a passé tellement proche, on avait tellement une bonne saison, on cochait toutes les cases, on avait le meilleur power play, le meilleur piqué, le plus de buts, le moins de buts contre, un solide tandem dans le but. Puis, tu sais, Guy et Max, dans les playoffs, c'est une montagne russe d'émotions. Tu gagnes une game, tu te vois gagner la coupe, tu perds une game, c'est comme la fin du monde. Puis c'est pendant 2 mois de temps. Puis pendant ce temps-là, moi, en 2011, ma femme était enceinte, c'est notre premier enfant. Puis elle avait des complications de grossesse, puis elle faisait de la prééclampsie, qui était à l'hôpital tout le temps, que j'allais à la game, à l'hôpital, retourner à la maison, aller à l'hôpital. Après ça, j'allais me chercher un saut, j'allais à l'aréna, à la game. Puis tu sais, c'était pas évident, mais j'étais tellement content. Je savais que c'était notre année, on avait à avoir du plaisir, puis on avait gagné. Puis c'est sûr que Chicago en 7, si on aurait pu les sortir plus vite, peut-être qu'on se serait sauvé un peu d'énergie. Après ça, Nashville en 6. Puis plus que les séries avançaient, plus qu'on perdait des soldats au combat, là, quand on a perdu Dan Amius, Higgins a le pied cassé, Sam Wilson finit pour les playoffs, Mason Kessler, Raymond qui se casse le dos, Kessler qui jouait sur une jambe. À la Commence à faire fin, du là, monde. après 2 mois, là, on commençait à... Puis ça, c'est une des choses que j'ai vraiment remarqué à travers les années, c'est les équipes qui gagnent la Coupe, là, c'est des équipes qui sont capables de trouver le moyen de rester en santé. Puis il n'y a pas de secret de polichinelle là-dedans, mais si tu es capable de garder ton noyau en santé puis de ne pas trop avoir de blessures, souvent, c'est ces équipes-là qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Puis nous, cette année-là, évidemment, on pensait être capable, même avec tous les blessés. Tu sais, Max était venu faire un méchant job à la place de Manny. Manny était sur la 3, il avait reçu la rondelle dans l'œil à la fin de la saison, que Max avait jumpé sur la 3e ligne, puis il avait fait une solide job sur la 3, toute le playoff run. Mais plus qu'on en perdait, plus que ça nous faisait mal. Puis évidemment, on menait encore 3-2. Après le gros winning goal de Max Lapierre ici, qui m'avait envoyé un beau message. C'est la photo avec Wayne, ça, Max? Non, c'est pas celle-là, c'est le but gagnant à Game 5. Ça, c'est le but gagnant à Game 5. Ça, c'était toute une game. C'était 2-2 à série. Et Guy, puis Max, il avait fait venir ses chums. Puis ses chums, il avait gagné le moitié-moitié à Game 5. Puis Max, on a gagné 1-0. Il avait le game winner. Puis ses chums venaient de gagner 55 000 $ dans les astrales. Hey. Ben non. On a eu un bon souper. Ça, c'était carré. Hey, ma question que j'ai est pour vous deux. Je me suis jamais rendu en playoff où que vous êtes allés. Là. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est-tu de perdre puis de voir l'opportunité manquer ou de se dire pour la gagner, tabarnak que c'est tough? Ben moi, je vais te dire, Guy, avant Burr, c'est tough parce que ça m'est arrivé aussi en Europe. J'étais allé 2 fois en finale, puis j'ai perdu une fois Game 7 puis une fois Game 6. Puis là, j'ai perdu à Vancouver. Sur 4 finales, j'en ai gagné une, c'était à Hamilton. C'est pas facile. Je pensais que tu allais dire Midget 3A. Non, mais c'est 100% d'accord avec Burr. C'est une question aussi. Il y a un peu de chance là-dedans parce que quand tu arrives pour jouer le gros match, je pense que l'équipe qui est le plus en santé, rendue là, a une meilleure chance de gagner parce que les 2 équipes en finale, c'est des clubs incroyables, côté talent, éthique de travail, esprit d'équipe et tout ça. Fait que, il y a un petit lancer du dé de ce côté-là, je pense, là, Burr. Oh non, c'est sûr. Puis même si on avait perdu cette game-là, tu sais, on était revenu fort l'année d'après, pareil. Là, en 2012, on avait encore gagné la Coupe du Président, pareil. Que, les gars, ils s'étaient entraînés, on a presque pré-entraîné. Ils étaient revenus quand même mentalement prêts, puis dire, OK, là, on va changer ça, puis ça, peut-être qu'on peut modifier, puis on peut continuer de s'améliorer. Puis on avait une super bonne saison. Puis là, à la fin de l'année de 2012, là, on avait eu Daniel Selling qui s'était blessé, commotion de Duncan Keith. Puis là, tu commences les séries sans ton Top Gun. Puis là, les Kings, ils ont juste rentré comme 8e, puis tout allait bien, puis ils ont gagné la coupe d'un bout à l'autre, en gagnant en 4, en 5, en 5.
que c'est ça, ça prend un peu de chance, ça prend du bon timing, ça prend la préparation soit bonne, il faut que tout le monde pousse en la même direction, il ne faut pas que tu aies de trop de têtes folles qui vont essayer d'aller. Tout le monde pousse ensemble, puis avec un objectif commun, puis c'est comme ça habituellement que tu as plus de chances de gagner, d'avoir du succès. Puis tout est dans la préparation aussi. Nous autres, cette année-là, en 2012, ils nous avaient, comme notre leadership group, quand on avait été à Boston, ils nous avaient fait rencontrer Tom Brady. Puis Tom Brady venait de gagner le Super Bowl, puis nous, on venait de perdre contre Boston, mais il était assez gentil de nous rencontrer quand même pour voir comment il nous donnait des conseils. Puis vraiment, Tom, il nous racontait que tout est dans sa préparation. C'est pour ça qu'il est incroyable de même. Il ne laisse rien au hasard. Tout est calculé. Tout est sa nourriture qui s'en va jouer dans une place où est-ce qu'il fait chaud, une place qui va être plus humide ou plus sec. Il change sa nutrition toute la semaine. Il y a tellement d'affaires. Il dort dans un float tank pour récupérer plus vite. Il y a tellement d'affaires qui font en sorte que tu peux bien te préparer, qui va te donner le plus de chances d'avoir du succès. Puis je pense que c'est la même chose en tant qu'équipe pour avoir du succès, gagner une coupe cette année. Max, il faut juste que je pose la question là, sur le chat. Le monde veut savoir c'est quoi que Max avait écrit sa photo. Ah, c'est écrit. Je vais vous montrer. Vous l'avez? Mon meilleur fan, Alex. Non, Alex, le cornet. Merci de m'avoir tout enseigné, ton chum, Max Lapierre. Hey, Alex, on parle de situation. Moi et toi, c'est pas toujours bien allé, là, comme perdre Game 7, par exemple. Mais on a eu une petite situation dans un concessionnaire aussi. Ah, ça, c'est sûr, il faut que je raconte ça pour tes auditeurs. Là. C'est priceless. Tu sais, Guy, écoute ça, moi, ça fait quand Max est arrivé là, en 2011, moi, ça faisait 5 ans que j'étais déjà à Vancouver, que tu sais, je connaissais un peu comment ça fonctionnait, puis j'avais fait des connexions, puis là, on avait été quand même assez loin en 2008, 2007, 2009, 2010, 2011. Tu sais, là, les Canucks, c'était le gros ticket in town. Puis, tu sais, tout le monde voulait s'associer aux Canucks pour jouer des Canucks, puis des signings, puis des affaires d'autographes. Puis Max, lui, il n'avait pas d'auto. Il avait laissé son Hummer à Montréal. Que là, il dit « Hey, Burr, faut-tu me trouves un char, là? » Je dis « Max, je vais essayer de faire de quoi? » Mais là, il y a déjà 6 gars à qui j'ai trouvé des chars depuis le début de l'année, là, que je vais faire mon possible pour toi. Que là, je fais une couple de téléphone avec un de mes amis, puis... pas facile. Il y a une couple de gars qui disent qu'ils vont donner un char usagé. Ils ne connaissent pas trop c'est qui Max Lapierre. Puis je disais, non, là, Max, il veut un char, un beau char, un char neuf. Puis que là, finalement, le concessionnaire Lexus, un méchant char, là, Lexus, il y avait le plus beau char que Luongo, tu sais. Je dis, Max, on a trouvé un gars, il va te prêter un char pour toute l'année. Les assurances sont payées, tu n'as rien à faire, tu as juste besoin de venir le voir. Signe une coupe d'autographes dans le dealership, puis tu pars avec le char, puis c'est à toi toute l'année, puis tout est beau. Il dit, OK, c'est beau, viens me chercher. Et là, il va chercher Max. On arrive chez le concessionnaire. Et il t'avait fait un lavage sur ce char-là. Là. Ça shinait, là, les rims shinaient, il était propre. Là. Sortait du waxage. Puis là, on rentre dans le bureau, puis avec Max, puis le DG du concessionnaire, il dit... Alex m'a dit que Max était un bon gars, mais je ne te connaissais pas. Puis, tu sais, nous, on est vraiment contents de s'associer à un joueur des Canucks pour prêter un auto. Puis, on est vraiment contents. Puis, mais j'ai demandé à ma secrétaire, vu que je ne te connaissais pas, de faire des recherches pour savoir quel genre de joueur tu étais. Puis, là, quand je regarde ce qu'elle m'écrit, elle me dit que tu es un agitateur sur la glace, que tu pognes beaucoup de punitions. Puis là, il dit, je ne suis pas sûr que ça va vraiment bien avec avec le signe Lexus, la compagnie, puis nos valeurs, puis tout, mais Alex, il dit que tu es un bon gars, puis tu vas prendre soin de l'auto, puis tu vas bien la représenter, puis tu n'es pas un gars qui fait des niaiseries, qui boit en chauffant, tu fais rien, t'es tout... on va te le prêter, que laisse-moi aller te chercher les clés, je reviens, puis je te donne ça. Le gars, il se lève, il s'en va chercher les clés du char. Max, il se lève dans le bureau, il me regarde, il dit... Je mange la merde. Il pense que je suis un agitateur puis que je ne suis pas une bonne personne, mais qu'il garde son char. On s'en va. Hey, on se lève, on est parti. Puis il n'y a jamais, les gars, il me rappelait sur mon téléphone pour savoir ce qui s'était passé. On n'est jamais retourné au dealership les Lexus à cause de la vie. Les gars venaient de le coller. C'est Max, man. Hey, ça, tu comptes ça, puis je suis comme.
Man, ça, c'est vraiment du lapi. Je suis parti de là avec Bird. Il avait mieux marcher à l'aréna le reste de l'année. Ouais, j'étais allé m'acheter toute qu'une paire de running shoes, mon Guillaume. T'aurais jamais cru à ça de ta vie. Hey, le bon vieux carnet. Ouais, c'est ça. Bird, avant qu'on te laisse aller, faut que tu nous parles un peu. Attends, on a encore 2-3 questions. Là. OK, avant Thomas Chabot, on est en retard un peu. Okay? Avant qu'on te laisse aller dans 40 minutes. 45. À quel point ça t'a aidé, le hockey-ball, dans ta carrière de hockeyeur sur glace? Excuse-moi, Bird, je ris encore. Le style d'épée à la pierre. J'avais travaillé fort, j'avais fait des téléphones pour y trouver un char. C'était pas facile, là. Mais... aïe. En plus, je pense qu'on était supposé aller souper au restaurant avec, tu sais, juste mingler un peu avec le gars, puis tout. Il avait fait venir sa femme dans le dealership, ses enfants, tout. Avant de rentrer au début, il prenait des photos, puis tout. Après ça, on était sauvés comme des voleurs. Il l'a pas magané le char, en tout cas. Excusez, laisse aller sur votre conversation. Mais moi, le hockey-ball, c'est sûr, ça a été un autre des avenues quand j'étais plus jeune. J'étais un fan de hockey, qu'on jouait dans la rue comme tout le monde, tous les Québécois. Puis quand je suis arrivé un petit peu plus vieux, on a commencé à jouer dans des ligues un peu à Montréal et tout. Puis on avait entendu parler des championnats canadiens qui jouaient. Puis le premier championnat canadien qu'on a participé, c'était en 2001 à Vancouver. C'était que j'avais joué mon année 19 ans à Shawi. Puis là, ça avait bien été, ça a été correct. C'est pas une grosse année, mais on avait plein de 19 ans. Puis l'année d'après, il y avait juste 3-20 ans qui revenaient à Shawi. Puis le championnat canadien de hockey-ball à Vancouver était la même semaine que le début du camp à Shawi. Puis moi, à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, puis tout, c'était tout par téléphone, puis courrier, puis tout. Puis moi, j'avais reçu la lettre du camp d'entraînement des 4. Je m'étais dit, ils prennent juste 3-20 ans, puis je n'étais pas dans les 3 meilleurs 19 ans. Que pour moi, ça ne donne rien que j'y aille, que je vais aller au championnat canadien. Je vais avoir bien plus de fun avec mes amis, puis tout. Que j'avais été au championnat canadien de hockey-ball, puis on avait gagné notre premier championnat avec le Montreal Red Light. Puis quand on avait gagné, ma mère m'avait dit, mais là, Denis, n'arrête pas d'appeler à la maison. Puis il dit, t'es pas au camp, qu'il veut savoir. J'ai dit que t'étais à Shawinigan, que t'étais à Vancouver, qu'il devait à Shawinigan lundi matin. Puis il dit qu'il y a un des spots, puis c'est à toi le spot de 20 ans. Que j'étais revenu, puis j'avais joué avec les Cataractes à 20 ans à cause de ça. Mais le hockey-ball, j'ai tout le temps joué. On jouait toutes les fins de semaine. On jouait tous les tournois possibles, pas possibles, dans les ligues, partout. Puis on a fait des championnats canadiens. Là, je n'ai gagné 6, moi, de 2001 à 2006. Puis j'ai fait 2 championnats du monde. Un en 2003 qui était en Suisse. Un en 2005 à Pittsburgh. Puis ça, c'était avec mes chums d'enfance avec qui je jouais au hockey. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que c'était, je me gardais en shape, jouais au hockey dans mes temps libres à la place de faire sur le bord de la piscine ou à rien faire du tout. Que je continuais à dépenser de l'énergie puis travailler sur mes habiletés. Puis... le monde du hockey-ball, le monde du hockey sur glace rit un peu du monde du hockey-ball parce qu'ils disent c'est pas du vrai hockey. Mais eux qui jouent juste au hockey-ball, là, c'est leur Coupe Stanley, là, le championnat canadien. Puis c'est leur tournoi, puis une bourse de 1200$, de 1500$, ça joue comme ça serait la Coupe Stanley. Puis le monde, ils veulent gagner, puis ils se donnent comme ça se peut pas. Puis cet esprit de compétition-là, ça m'a comme un peu formé, ça m'a aidé à un jeune âge. À la place de ne pas l'avoir, moi, dans le junior majeur, je l'ai plus eu dans le hockey-ball. Ça m'a aidé à ce côté-là. Puis, tu sais, au hockey-ball, c'est des revirements. Il faut que tu en profites tout de suite offensivement, défensivement, la contre-attaque, des jeux offensifs. Il faut que tu sois en forme. Que c'est toutes des choses qui ont fait en sorte qui m'ont aidé sur la patinoire aussi. J'ai une dernière question. Je reviens un peu sur ta carrière hockey, là, puis après ça, on a la petite vite qu'on pose. La petite vite dans la poche bleue. En tout cas, on est drôle de même, moi et Max. C'est comment qu'on est. C'est surtout pas une question de back-check. Hey, ça, Max, là, tantôt à la pause, tu vas compter l'histoire à Atlanta. C'est que c'était drôle. Mais dans ta carrière, tout ce que tu as vécu, tu te rends à 900, tu sais, la Coupe Stanley, oui, ces choses-là, jouer dans la Ligue nationale, avoir l'opportunité de jouer avec les Burroughs. On n'a même pas parlé du Ring of Honor en plus. On va te réinviter pour parler de ça. Mais tu as joué 913 games dans la saison régulière. Est-ce que le chiffre 1000 pour toi était un plateau important? Non, pas vraiment du tout. Tu sais, je me dis, 1000, c'est plus pour avoir le hockey en silver, là, pour mettre dans ton sol ou dans ton bar, là, ça fait beau. Ouais. Mais pour moi, non. Évidemment, mon but ultime, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Mon deuxième but, c'était de gagner une Coupe Stanley.
Puis en même temps, que je voulais gagner la Coupe cette année, c'est de jouer dans la Ligue le plus longtemps possible. Puis je pense que j'ai été capable de le réaliser. Tu sais, à la fin, j'avais plus vraiment tant de fun que jouer. Je jouais souvent blessé, j'avais mal partout. La dernière saison à Ottawa, ça n'avait pas si bien été aussi en tant qu'équipe. Il est tellement arrivé d'affaires que c'est des choses qui étaient moins le fun à gérer au quotidien. Mais j'ai vraiment adoré. Tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça en jouer 1000. Ça aurait été cool pour dire tu as joué 1000 games. Mais c'était pas quelque chose que je voulais absolument faire. Puis je me dis, avec les séries, toutes les games d'exhibition, puis j'en ai joué au-dessus de 1000 quand même dans la grosse ligue. Je me dis, mais c'est sûr que le hockey silver, là, il aurait été popé dans le sol. Comme tu as un beau mur en arrière, il me semble qu'il aurait été cher. Hein? Chaque barre, le petit bout en haut, la petite palette, l'autre barre, en tout cas. Ça aurait été beau. Hey, Leber, merci infiniment. Une belle carrière. Je me rappelle un jour, tu m'avais dit que tu t'en allais dans le monde du coaching. Peut-être un jour que tu rêverais d'être GM ou quelque chose de même. Tu veux diriger une équipe, whatever. T'es rendu là, t'as mis le pied dans la porte, puis je suis content pour toi. Je veux le dire au monde, c'est important pour moi. Tu as été un teammate incroyable. Quand je suis arrivé à Vancouver, tu m'as ouvert la porte, tu m'as fait sentir tout de suite comme si j'étais chez nous. Dans ce temps-là, je venais d'être échangé 2 fois dans la même saison, puis ça a changé ma carrière. Je te dis un gros merci, puis merci d'être là ce soir. Max, arrête. Pas parce qu'on est pas du compte. Alors, Guy, j'essaie de le revoir une autre fois dans le show. Arrête de te tâter. Pas ça qu'il me dit après-midi. Hey, non, mais OK, gars. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Parce que du fun avec Max. Les games de ping-pong, les games de cartes. Dans notre temps aussi à Vancouver, dans ces années-là, où est-ce que notre directeur général, lui, essayait vraiment de tout penser, de contrôler des choses qui pouvaient aider notre équipe. Le sleep doctor, on avait une salle là, qu'on voyait en 3D, des balles voyager, puis c'était comme pour la visualisation. On avait le Harp Guy, là, que c'est une machine Harp, c'est comme une machine c'est des chocs électriques. Des chocs électriques, mais c'est stéroïde, cette machine-là. Puis il en avait acheté genre 5 ou 6. C'est des machines genre à 30 000 $ chaque. Là. Il avait fait venir un gars d'Italie que lui, c'était comme le gourou de cette machine-là. Puis, mais à Minnesota, le Harp, c'est sûr, tu en as déjà vu à Minnesota. Le Harp, il y avait Matt Collin qui avait ça, nous autres. Puis nous autres, il nous faisait des protocoles. Moi et Max, on passait des protocoles là-dedans. Max mettait ça sur ses jambes et tu crêpais c'est sûr que vous faisiez des concours. Des concours, mais des fois, Max faisait des protocoles avec le collant sur le front puis un dans le cou. Tu le voyais, il shakeait de main. Il y avait le cou. Il disait, Max, c'est sûr, ça ne t'aidera pas pour la game d'asseoir, ça. Il dit, hey, tu peux pas me parler, je visualise. Là, ça shakeait. C'est des affaires qu'on a passé ensemble du bon temps là, avec le Max. Là, on a eu du fun, c'est sûr. C'est sûr, des bons moments, des moments un peu plus durs. Là, je me rappelle encore un souper qu'on avait été à LA avec Roberto là, quand il s'était fait annoncer que c'est pas lui qui allait gauler dans les playoffs. Puis, ça n'avait pas été évident. Puis on était là pour Bob ce soir-là. Puis c'est des choses que tu étais un excellent coéquipier. Puis tu étais là à bonne place pour les bonnes choses. Puis je comprends pourquoi Calin avait été te chercher pour Vancouver. Mais merci, Ben, je vais te faire un transfert direct par email. J'attends au moins une caisse de la poche bleue. Là. Ça serait pas pire pour des parties de piscine l'été prochain. Si elle n'est pas bu d'ici là, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Je peux pas inviter personne d'ici là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Quel professionnel, hein? Il y a toujours la bonne réponse. J'aime ça. Tout le temps. Hey, Burr, merci. On passe la petite vite. T'as été trop bon, on n'a pas besoin. On certifie la poche bleue. C'est sûr qu'on va te réinviter dans les prochains moments. Honnêtement, on a tellement d'affaires encore avec toi à parler. Merci, Alex, d'avoir pris le temps pour tout le monde. Le monde les boys. Puis, on aurait parlé de notre championnat à bout de souffle. À bout de souffle. Dans le temps, quand on avait un gros club. Moi, je portais vraiment le nom, par exemple. C'est le seul qui était vraiment à bout de souffle, mais on l'a gagné par. Par exemple, tu parles de Joël Bouchard intense. Là. Il était fou, Carlis. Il ne pas que les gars des autres équipes viennent nous parler dans un tournoi amical pour ramasser des fonds. Il slidait devant des shots, pas de visière. C'est un guerrier. Man, je te dis, là, j'étais comme. On avait Palmer, c'est vrai. On avait gagné. On avait Palmer. C'était l'année qu'il y avait Crosby, Jack Johnson, toute cette gang-là. Ah non, c'était vraiment trippant, ce tournoi-là. C'était vraiment, vraiment. Un plaisir, les boys. Du reste, salut à Javi pour moi.
Puis Ouais, je demanderai un peu. s'il a acheté un nouveau set un nouveau set de chambre puis un nouveau set de cuisine. Et puis il demandera s'il a acheté ça avec son nouveau contrat ou il y a encore mon vieux set dans sa maison. On va je demander, prends note c'est direct ça. là. C'est bon, parfait. Salut, Bert. Ça Set de me fait chambre et plaisir. cuisine.